j'ai d'autant plus l'impression que depuis hier, M. Gauthier me met la pression, dans le bus on m'a mis la pression, et les deux premières interventions m'ont encore plus mis la pression, tellement elles étaient très intéressantes pour nous. Heureusement, vous avez compris que nous sommes à Normandie Aménagement accompagnés par le cabinet Aubry-Guiguet qui me permet de rabaisser un petit peu la pression, donc ça va. Alors, en plus, j'ai d'autant plus l'impression que je commence très mal en écrivant « Réhabiliter la Grande Halle de Colombelle », alors qu'en fait, c'est « Reconvertir la Grande Halle de Colombelle ». J'ai construit cette présentation en 3 parties. J'ai l'impression de faire un devoir de terminale avec les 3 parties. Mais je veux juste rappeler les grandes lignes depuis la fin de la SMN et donc la création de la SEM du Grand Camp qui viendra Normandie Aménagement ensuite, pour vous raconter un peu le fil, en tout cas la façon dont l'aménageur raconte l'histoire depuis la fermeture de la SMN, qui fait qu'aujourd'hui on aboutit aux réflexions qu'on a engagées sur la halle. Donc je vais passer assez vite sur cette partie-là parce que vous la voyez pour beaucoup tous les jours en étant sur le plateau. Donc la deuxième partie, ça sera sur justement la façon dont on a décidé de relancer et de se saisir de ce projet de la halle. Et puis donc la façon dont ensuite il s'intègre dans la problématique d'aujourd'hui autour de la mémoire et du patrimoine industriel. Bon, ce sont des images bien sûr que vous connaissez. Et quand la SEM s'est créée, c'est le district du Grand Camp qui a créé l'outil spécifique, d'ailleurs vous en parliez tout à l'heure, que comme au Luxembourg, si je ne me trompe pas, on a créé un outil spécifique, donc une société d'économie mixte pour réhabiliter pour réaménager ce site, et on nous a fixé quelques lignes de conduite. L'idée étant que comme il y avait cette disparition et cette table rase d'un marqueur très fort, d'un marqueur identitaire, et qui en même temps était rattaché à l'industrie lourde, à une industrie aussi polluante, puisque les sols sont désormais extrêmement pollués, il fallait absolument redynamiser, revaloriser très vite. Donc, il fallait retrouver une identité économique et pourquoi pas continuer avec la table rase. Il fallait continuer à penser les fonctions d'habitat et les fonctions de travail ensemble. Il fallait intégrer ce territoire dans cet espace dans les territoires existants. On voulait aussi maintenir l'innovation comme un fil directeur, notamment parce que ce qui s'est passé, les produits qui sortaient et la façon dont on travaillait à la SMN étaient très novateurs à l'époque dans cette filière-là. Alors je ne dis pas, bien sûr, que ces lignes de conduite ont été menées, en tout cas on a essayé de les respecter, qu'il y a forcément des erreurs qui ont été commises, mais qu'en tout cas c'était les commandes qui nous étaient passées. Donc l'idée était d'occuper très vite et à grande échelle. Donc, vous connaissez ces images de Dominique Perrault, qui a été, suite à un concours d'idées, missionné pour imaginer la façon dont on pourrait réoccuper ce très vaste site. Et en fait, il avait 2 propositions. C'était d'abord, bien sûr, de ne pas penser le plateau uniquement l'emprise de l'industrie, mais de l'ouvrir sur la presqu'île, puisque la SMN travaillait aussi jusqu'à la presqu'île. Et puis, c'était ce quadrillage avec cette trame, ce damier de 100 mètres sur 100 mètres, qui permettait, dans l'optique développée par Perrault, de se réapproprier le site d'abord par le paysage, parce que sans savoir tout de suite ce qu'on allait y faire, au moins ça marquait tout de suite le fait qu'on pouvait le réutiliser. Et puis en plus, ça permettait peut-être d'appréhender, on parlait de l'échelle tout à l'heure du site, ça permettait de l'appréhender carré par carré, et donc certainement d'avoir une échelle plus facilement appropriable. Bon, toujours est-il qu'il n'y a pas eu beaucoup de suite, enfin ça a quand même construit et permis d'imaginer la façon dont on allait ensuite aménager le site. Et donc les 2 grandes zones d'activité qui se sont développées, c'est d'un côté normandial et de l'autre côté efficience.
Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'il fallait très vite reconstruire une identité forte et industrielle de ce site, en tout cas c'était ainsi que c'était formulé. Et l'idée assez vite s'est imposée de travailler autour de la filière agroalimentaire, d'où l'idée de Normandial. On a quand même mis, alors Normandial, c'est plutôt ce secteur-ci, hein, vous avez le réfrigérant là, et puis c'est toute cette zone-là. On a mis 15 ans à la remplir, donc ça n'a pas forcément très bien marché, ni très vite. Et puis surtout, on n'a pas réussi à attirer de grands noms de l'industrie agroalimentaire. Efficience s'est créée ensuite. Alors là, bien sûr, ça s'est créé autour de l'opportunité de Philips Semiconductor, devenu NXP, de s'installer sur... qui cherchait un endroit où s'installer, donc ils sont venus s'installer sur Efficience. Et puis c'était aussi l'époque où les technopoles, les campus, les clusters, tous ces termes devenaient très fortement à la mode. Et donc on a créé une volonté de campus sur Efficience, avec là aussi des choses qui ont très bien marché, l'installation de NXP, l'installation des pépinières, la création d'un pôle de compétitivité autour des objets nomades interactifs, et puis des choses qui ont moins bien marché, et notamment le fait que qui dit campus dit université, et que de fait, l'université ne s'est jamais réellement implantée sur ce territoire-là. Je passe vite sur ces données parce que vous les connaissez. Et puis bien sûr, est venu, alors je vais juste reprendre le plan précédent, les deux quartiers d'habitat, avec donc Jean Jaurès qui est ici, qui est une concession de Camp-la-Mer, et puis ici la zone du Libéra, qui est dépendante qui est une concession de Colombelle. Donc l'idée, en effet, c'était, comme je vous le disais, de toujours penser habitat et travail en même temps, et notamment la façon dont ont été conçus ces quartiers d'habitat, c'était de dire, ok, les nouvelles entreprises qui s'installent font pas mal appel à des fonctions d'ingénieurs, et il y avait une certaine crainte de la gentrification, de la boboisation, mais à l'époque c'était pas forcément le terme utilisé, de ces espaces. Donc il était très important qu'il y ait une forte volonté, y compris politique, de pouvoir continuer cette mixité sociale, notamment au travers de l'habitat, et donc que tous ceux qui venaient travailler sur le plateau pouvaient à la fois trouver un espace, un lieu de vie ici, à proximité immédiate, mais qu'en même temps la continuité se fasse grâce à cette mixité sociale, grâce aux différents types de logements qui pourraient s'y créer, sans que la différence dans le bâti se voit de façon flagrante. Donc si je résume, aujourd'hui le plateau, alors je parle vraiment de l'emprise industrielle, hein, c'est 2500 emplois, 100 entreprises, donc de la start-up à l'entreprise internationale. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que je fais un petit lien avec la visite qu'on faisait hier et sur les différentes vagues de migration qui sont venues travailler à la SMN. De fait, aujourd'hui sur Efficience, il y a aussi une multiplicité de nationalités qui viennent travailler à NXP, qui viennent travailler dans les startups, et je pense qu'il y a des liens assez intéressants qui peuvent se faire. Alors, bon, 60 000 m² de bureaux, 40 000 m² de locaux d'activité, du service et des commerces, 1400 logements à terme, et puis 3 km de circulation douce et une desserte de bus. Par rapport à justement cette grande allée, cette grande avenue du Pays de Caen qui est extrêmement large, qui est surdimensionnée, ça fait aussi partie d'un certain volontarisme d'une époque qu'aujourd'hui on est certainement obligé, que l'on va revoir, notamment parce qu'aujourd'hui les circulations douces, la mobilité piétonne et cycle est d'autant plus importante dans les façons dont on conçoit l'urbanisme et l'aménagement, et qu'en l'occurrence cette fameuse avenue de Caen très large, on sait très bien qu'il faut qu'elle soit plus appropriable pour être utilisée. Alors, si j'ai retracé rapidement ce parcours, c'était aussi pour vous expliquer en quoi, quel est le travail de Normandie Aménagement. Donc nous, on est l'aménageur du site,
c'est-à-dire que les collectivités concèdent ces zones d'aménagement concerté à la SEM. On fait les études techniques, on fait les études urbaines accompagnées par des cabinets de programmation, des architectes, des maîtrises d'œuvre, des cabinets techniques sur les questions de pollution, de géotechnie, etc. On aménage ensuite les espaces publics, on prépare les terrains et la spécificité de la SEM, c'est qu'on est aussi promoteur, c'est-à-dire qu'on construit, on investit, on construit des bâtiments d'activité économique. Donc forcément, si je reprends le plan, on a construit à peu près, alors ça c'est l'image à terme, mais qui date déjà, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est ce qu'on projetait de faire, et clairement ça va, la conjonction économique, les évolutions des mentalités font qu'on ne va pas faire ça. Toujours est-il que l'ambition était de construire autour, vous voyez quand même la trame de Dominique Perrault, et puis que là, ça restait quand même le grand vide, le grand cœur. Donc une fois qu'on a bien entamé tout ce qui s'est fait autour du réfrigérant et de la halle, ben, on s'est quand même posé la question, et puis d'ailleurs, on n'avait pas besoin de se la poser parce que beaucoup d'autres se sont saisis de cette question-là, de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait de cette halle et de ce réfrigérant? Alors, nous, on était toujours dans les lignes directrices qu'on nous avait données, et on a entendu et écouté ce qui était possible. Donc, d'abord, il y a surtout eu un projet de Fonds régional d'art contemporain, et dans ce cadre-là, si le projet était allé jusqu'au bout, c'est la région qui serait devenue propriétaire de la halle. Bien sûr, le lieu d'expression artistique, il est évident parce que les artistes, quels qu'ils soient, musiciens, graffeurs, vidéastes, s'emparent de la halle. Un musée sur la SMN, alors sous quelle que soit la forme. Et puis nous, on s'est dit qu'on avait construit des zones d'activité économique, qu'on avait construit des grands bureaux, et on se rendait bien compte qu'on commençait à avoir des difficultés à répondre aux besoins des entreprises qui sortaient des pépinières notamment, parce qu'elles ne trouvaient pas de l'immobilier qui leur correspondait. Donc on s'est dit, ah bah tiens, on va rajouter une étape dans leur parcours immobilier, et donc on va faire des bureaux petits, très flexibles et pas chers. Et on s'est dit, bah, réutilisons la halle pour ça. Donc la halle aurait pu devenir des bureaux, alors pas traditionnels puisqu'ils auraient été petits et flexibles, mais en tout cas, le début de la réflexion au sein de Normandie Aménagement sur cette halle est parti de là. Mais, transition, forcément vous vous doutez bien qu'on s'est très vite, on s'est dit que ce serait absolument pas possible de réduire la halle et son histoire, et l'histoire de ce territoire, au simple fait d'en faire des bureaux. Donc on a réinterprété les lignes de conduite qui nous avaient été données il y a de ça presque plus de 20 ans. Et donc on les a réinterprétés. Alors bien sûr, c'est pas du jour au lendemain qu'on a découvert des nouveaux concepts, que la réflexion tout d'un coup nous a apparu évidente, qu'il fallait créer une nouvelle centralité sur le plateau. D'abord, ce sont des choses qui se sont construites dans le dialogue avec la ville de Colombelles. Et bien sûr qu'on s'est dit qu'il fallait une nouvelle centralité sur le plateau, qu'il fallait le penser comme un quartier de ville, animé, convivial, c'est-à-dire que même si on avait, via l'aménagement, permis que le plateau, l'emprise de l'industrie fasse que le plateau se régénère, pour autant, c'était très cloisonné, ça restait très cloisonné. Normandial d'un côté, efficience de l'autre, les quartiers d'habitat, les quartiers avoisinants qui ne venaient pas
sur le plateau, qui venait plus sur cette emprise-là, alors qu'il est ouvert, mais c'est pas un lieu fréquenté, tout simplement. Donc il fallait absolument trouver une façon de recréer du lien et de créer cette centralité. On en a beaucoup parlé avec François Guiguet. Il y a la question des usages et des usagers. Vous le savez certainement, la façon dont l'urbanisme s'est fait pendant de très longues années, c'était très pyramidal. Aujourd'hui, on a bien compris qu'il n'était absolument plus possible de faire abstraction des usagers dans leur diversité, c'est-à-dire ceux qui sont là, que ce soit les salariés des entreprises, les habitants, ceux qui voudraient venir mais qui ne viennent pas, et que donc il était extrêmement important de revoir notre façon de faire. Et puis, peut-être parce que justement, on s'est rendu compte qu'il y avait eu d'abord la SMN qui n'avait pas su s'adapter et qui avait finalement fermé. NXP, vous le savez, qui a aussi un certain nombre de difficultés, qu'il était absolument crucial dans la façon dont on allait penser l'aménagement de ce site, de ce qu'il restait du site, le faire en pensant sa flexibilité, en pensant sa mutabilité, qui passe entre autres par l'expérimentation. Donc, comme je vous le disais, ça c'est des idées que l'on a depuis quelques années au sein de Normandie Aménagement, notamment parce que c'est aussi dans l'air du temps, hein, on n'a pas forcément inventé tous ces principes-là. En revanche, on a décidé d'y consacrer du temps, on a décidé d'y consacrer de l'argent, et de se dire qu'avec le projet de la halle, on pouvait arriver à catalyser toutes ces nouvelles façons de faire. Quand je dis nouvelles, c'est en tout cas au sein du territoire et au sein de Normandie Aménagement. Et puis, ce qui nous a aussi interrogé, c'est le fait que la SEM, la Société d'économie mixte, ne pouvait plus uniquement avoir un rôle d'aménageur et un rôle de promoteur, parce que pour qu'un lieu vive, il faut de l'animation, il faut de la convivialité, et qu'il faut du coup qu'il y ait des gens qui s'investissent dans ces fonctions-là, et que de fait, on a la chance d'être un petit peu au carrefour de beaucoup de choses sur le plateau, et que si on ne se saisissait pas en partie de ce rôle-là, et en accompagnant les collectivités dans ce rôle-là, on passait complètement à côté de notre rôle, et que donc il fallait qu'on participe à l'animation du site. Alors, quand on a décidé vraiment de s'investir plus fortement dans le projet de la halle, on a découvert, ou en tout cas on a creusé un certain nombre de nouveaux concepts pour nous. Une fois de plus, hein, c'était nouveau pour nous. Et donc je voudrais m'arrêter sur celui de tiers-lieu, parce que c'est un terme qu'on ressasse pas mal, qu'on utilise assez souvent. Et je pense que c'est important d'arriver à l'expliciter un petit peu plus. En deux mots, d'un point de vue historique, c'est un sociologue américain qui s'appelle Ray Oldenburg qui l'a utilisé en premier dans les années 80 pour signifier que de plus en plus il y avait des grandes banlieues américaines qui se créaient hors des centres-villes et qu'il n'y avait plus de sociabilité qui s'y créait, et que la sociabilité se faisait encore dans des bars, essentiellement, dans des bars, dans des restaurants, et que c'était du coup des lieux où les travailleurs allaient, donc ils parlaient, ils étaient encore dans le milieu du travail, mais en même temps ils s'y sentaient bien, donc c'est là qu'il a utilisé la terminologie de troisième lieu, parce qu'on n'est ni à la maison ni au travail, et que pour autant c'est un lieu où on se retrouve aussi. En France, c'est arrivé dans les années 2000, et il n'y a pas il n'y a pas de définition précise de ce qu'est un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est plus... c'est pour ça qu'il est nécessaire de l'expliciter, c'est
que dans un environnement qui est très réglementé, on parlait des réglementations tout à l'heure, dans un environnement qui est très réglementé, qui est très cloisonné, mais qui en même temps aujourd'hui ne sécurise plus tellement, hein, on parle il n'y a plus de sécurité de l'emploi, il y a pas mal de valeurs ou de cadres qui se délitent, et bien un certain nombre d'individus ont le besoin de justement faire tomber définitivement ces cloisons, faire tomber définitivement ces frontières, et de se réapproprier en fait la façon de travailler, la façon de vivre ensemble, et du coup de créer ces espaces où les frontières tombent, où l'échange se crée à nouveau, des lieux un petit peu de friction, dans le bon sens, dans le sens positif du terme, où justement on fonctionne de façon beaucoup plus transversale. Donc du coup, les tiers-lieux doivent être conviviaux, accessibles et flexibles, puisque justement l'objectif c'est qu'il n'y ait pas de segmentation et de règles préétablies. C'est des lieux qui du coup favorisent la créativité, puisque c'est le fait d'échanger, c'est le fait de se rencontrer qui va créer des idées nouvelles. Du coup, c'est basé beaucoup sur les interactions sociales, le partage et la contribution volontaire. Et puis, aujourd'hui, parce qu'à un moment, il faut quand même rendre physique ces espaces, donc souvent, derrière, il y a des modèles économiques qui se mettent en place, qui peuvent être soit complètement privés, soit privés et publics, et puis personnels, parce qu'il va y avoir de l'investissement en temps, ne serait-ce que ça, personnel. Donc, je disais qu'il n'y avait pas de modèle de tiers-lieux, parce que, vous l'aurez compris, les tiers-lieux se créent à partir de ce qu'il existe sur le territoire. Donc, le tiers-lieu doit correspondre à ce territoire, aux valeurs de ce territoire, qu'elles soient économiques, sociétales, etc. Alors, vous pouvez trouver plein d'infos sur Wikipédia, sur un site qui s'appelle Movilab. Il y a un bouquin qui est sorti aussi sur les tiers-lieux. Toujours est-il que c'était important pour moi de s'arrêter sur cette terminologie-là, non pas pour dire qu'on veut absolument faire un tiers-lieu dans la halle, mais pour dire qu'en tout cas c'est un état d'esprit qu'on trouve très riche et très ouvert pour imaginer un projet dans la halle. Alors bon, ça c'est quelques exemples qui existent, j'en ai pris 3, mais qui existent partout en France. Hein. À Darwin, l'écosystème c'est à Bordeaux, ils ont réutilisé des halles militaires dans le quartier Niel. À Montreuil, pareil, c'est des grands hangars qu'ils ont réutilisés. Et puis le comptoir numérique, c'est à Saint-Étienne. Donc c'est pour dire que ça ne se fait pas que dans des... L'exemple de Saint-Étienne, c'est aussi pour dire que ça ne se fait pas que dans des grandes métropoles françaises. Chacun peut vraiment réinventer sur son territoire. Alors si, quand même, je vous décris un petit peu plus, je rends les choses un petit peu plus concrètes sur les exemples que je vous donne. Par exemple, à Darwin, il y a un coworking, il y a une pépinière d'entreprise, il y a un bistrot, il y a des chambres d'hôtes, il y a un hammam, il y a une recyclerie, il y a un skatepark, il y a une salle de sport pour les arts martiaux, il y a une ferme, et puis il y a une fabrique artistique. Donc voilà, il y a une multiplicité d'usages avec une conception des lieux qui fait que ces différents univers se croisent très facilement. À Montreuil, c'est plus concentré sur la fabrique artistique et culturelle. Donc, il y a de nombreux ateliers de machines mis en commun. Il y a des salles de réunion, il y a des salles d'exposition et des salles de montage vidéo. Voilà, donc nous, on a commencé à s'approprier ce langage-là, on ne le maîtrise pas encore complètement, on ne fait pas de conférences encore sur les tiers-lieux, mais toujours est-il qu'on s'est dit, ok, on se lance dans le grand bain. Quand je dis on, c'est Normandie Aménagement, mais plus précisément Pauline Sesco et moi. Et donc, on a créé un blog, projetgrandal.blogspot.fr, et on a commencé à mettre en place
des événements, parce que ce qu'on a retenu quand même du principe de tiers-lieu et du fait qu'il fallait créer une centralité sur le territoire, c'est qu'il était hors de question que le projet de la halle on le fasse tout seul dans notre coin, et que donc il était absolument indispensable d'aller recueillir et de partager toutes les idées portées par les acteurs du territoire. Alors je ne vais pas vous montrer la petite vidéo qui résume ce qu'on avait fait le 15 janvier où un certain nombre d'entre vous étaient présents, mais où en tout cas pour nous c'est un très très bon souvenir parce qu'il y a vraiment eu énormément de monde qui sont venus avec des propositions extrêmement diverses. Je pense que ça a vraiment créé un certain dynamisme. On a refait ensuite des ateliers de travail plus précis sur certaines thématiques. Tout ce contenu, on l'a transmis à l'équipe de François Guiguet, pour qu'en effet il ne parte pas de rien. Et je vous cite en vrac un certain nombre d'idées qui ont émergé. On parlait de la transmission du savoir et du lien intergénérationnel au travers d'ateliers de fabrication, des lieux de séminaire, des ateliers partagés, de l'artisanat d'art, des showrooms pour les artistes, des jardins partagés, un lieu d'exposition, un espace de concert, une cuisine solidaire, un lieu de vente de produits locaux, un bar bien sûr, y compris le soir, et vraiment de trouver quelque chose à faire autour de la thématique du fer et de l'acier, une école de bois, bref, une multitude de propositions ont émergé. Qu'on s'est réapproprié, qu'on a pris le temps de digérer aussi, qu'on a essayé d'affiner, d'aller de plus en plus loin pour dire ok, comment de l'idée, de l'envie, de la demande, on passe à un projet. Donc nous ça fait 1 an et demi maintenant qu'on travaille sur ça et on s'est dit qu'on était désormais suffisamment mature pour que justement on réengage une nouvelle phase en se faisant accompagner par un programmiste et par un architecte. Donc aujourd'hui, concrètement, où en sommes-nous ? Là, c'est les slides ou les diapositives où j'ai le plus écrit, donc c'est moins lisible. Mais en tout cas, de toute la richesse des rencontres, des interviews et des événements participatifs qu'on a pu organiser, on a tracé, en accord avec Colombelle, un cadre pour ce projet-là. Pour nous, une fois de plus, quand je dis pour nous, c'est issu de toutes les réflexions qu'on a pu partager avec vous. En termes de programmation, il faut pouvoir accueillir un espace de création et d'événementiel. Il faut que ça soit un lieu où se développe l'économie collaborative et contributive, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait qu'il faut qu'il y ait ces lieux de friction, ces lieux de rencontre, un lieu de vie et de service, et un laboratoire, c'est-à-dire que c'est par l'expérimentation, par le test, que les nouvelles idées se créent. En termes architecturaux, il faut que justement les aménagements et le bâtiment soient conçus de telle sorte que juste cette mixité, ces croisements soient facilités. La grande halle, donc la nef la plus grande, la plus large, serait conservée dans son grand volume, et la petite halle pourrait accueillir 3 niveaux. Et puis bien sûr, il y a les espaces extérieurs. On parlait du paysage, on parlait de l'insertion de la halle dans son environnement, et pour nous, les espaces extérieurs font partie intégrante du projet, et notamment parce qu'ils vont permettre de préfigurer, d'imaginer ce qui sera ensuite dans la halle. Alors, vous me direz, bon, c'est pas encore suffisamment précis, nous on veut savoir combien de mètres carrés, quel type d'activité, etc., très précise. Alors, c'est fait exprès, que ça soit pas plus précis que ça, non seulement parce qu'on veut essentiellement parler d'usage, comme l'expliquait François Guiguet tout à l'heure, et parce que mettre tout de suite des mètres carrés, c'est aussi figer, c'est empêcher un certain nombre de possibles. L'idée, et là je reprends les termes
une discussion qu'on avait eue avec François Guiguet, c'est qu'il y a une différence entre dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut et dire qu'on veut garder la polyvalence. C'est-à-dire que quand on garde la polyvalence, on veut garder des lieux qui peuvent se réécrire en permanence, qui peuvent accueillir plusieurs types d'usages, et que du coup, on peut utiliser la halle de multiples façons. Et ça, c'est très important pour nous, parce que justement, on a vu qu'il y avait une très grande richesse de propositions qui avaient émergé lors des différents événements, et que donc, il faut que cette multiplicité d'envies ou d'idées portées par les acteurs du territoire puissent cohabiter entre elles. Alors ça, c'est la première partie, c'est qu'on est sur un cadre de projet dans lequel on a demandé aux programmistes et à l'architecte de s'inscrire. Donc je ne vais pas revenir sur ce qu'est un programmiste, puisque François Guiguet l'a expliqué. Simplement, quand on a demandé, quand on a fait la consultation pour retenir le programmiste, il était évident qu'il ait déjà travaillé dans des projets de reconversion, c'était bon, de friches industrielles, qu'il ait des compétences en économie de la construction, en design, en scénographie, en démarche environnementale, et ça tombe bien parce que Aubry Guiguet a toutes ces compétences dans son bureau. Donc avec une seule et même entité, on couvrait toutes les compétences. Alors le maître d'œuvre, là aussi, on lui a demandé, le maître d'œuvre, l'architecte, on lui a demandé plusieurs compétences. Bien sûr, des compétences d'architecte et des compétences de paysagiste. C'est absolument crucial puisque, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est un plateau, il y a des vues phénoménales, et puis c'est un peu vide autour de la halle et du réfrigérant. Donc le paysage est une première façon de se réapproprier ce site. Et puis bien sûr, il faut que cet architecte et ce paysagiste soient accompagnés par des bureaux d'études techniques en structure, en fluide, et là aussi en économie de la construction, parce que, comme on l'a aussi évoqué dans les interventions précédentes, il y a un gros enjeu de faisabilité économique autour de ce projet-là, c'est combien ça va coûter. Aujourd'hui, tous les diagnostics n'ont pas été effectués sur la halle, ce qui ne nous permet pas de chiffrer exactement le coût, ne serait-ce que de sa réhabilitation. Là, pour le coup, vraiment, simplement le maintenir en l'état. En tout cas, dans un état qui permet de le maintenir en vie. Donc, la mission de l'architecte et de son équipe va d'abord et dans un premier temps être de faire l'état des lieux du bâtiment, de faire tous ces diagnostics techniques, de proposer derrière des solutions architecturales et de les chiffrer. Donc là, c'est là où l'interaction avec le programmiste se fait, c'est-à-dire que le programmiste commence à développer un certain nombre d'idées, un certain nombre d'usages, fait des premières propositions. En même temps, l'architecte travaille sur ce diagnostic, dit quelles sont les capacités du bâtiment, et donc ça va être un dialogue tripartite entre le programmiste, l'architecte et puis la maîtrise d'ouvrage sur qu'est-ce qui est faisable à la fin pour que à la fois on retrouve tous les usages que l'on souhaite, que le bâtiment en soit capable et que, économiquement parlant, ça soit viable. On leur a donné une contrainte de plus, mais qui n'est pas une contrainte au sens où c'est quelque chose qui est désormais complètement intégré par les équipes qui nous entourent, c'est le fait de maintenir ce processus collaboratif et participatif qu'on a engagé depuis 1 an et demi. Alors, bon, c'est un petit peu une anecdote que je mets, parce que pour l'instant, je n'ai pas parlé de la mémoire. Donc forcément, c'est ma dernière diapo. Il était temps que j'en parle. Alors, là, je vous ai parlé de la halle, je vous ai parlé des projets précédents qui avaient pu être identifiés. Et aujourd'hui, on a un cadre de projet, on a un programmiste, on a un architecte, et j'ai pas encore parlé ni de la mémoire ni du patrimoine directement. Alors je vous rassure, quelles que soient les personnes qui travaillent avec nous, bien sûr la programmation, mais aussi l'équipe d'architectes,
nous ont tous mis comme préalable la question du patrimoine et la question de l'histoire du site. Pour plusieurs raisons. Et bon, ils n'avaient pas besoin de nous le dire, mais de fait, ils ont simplement renforcé notre conviction. D'abord parce que pour qu'un projet existe, vive, si on veut faire la centralité du plateau, si on veut que ça soit un lieu animé et convivial, il est obligé d'avoir une identité. Il est obligé, pour avoir cette identité, de s'ancrer dans ce qu'il est. On a beaucoup parlé du patrimoine bâti, industriel, habitat, mais ce que Dominique Perrault à l'époque disait, et ce que les équipes d'architectes qu'on a rencontrées nous ont aussi dit, c'est qu'il y a le patrimoine, il est aussi dans la trame, tout simplement. Il y a encore des voiries, il y a encore quelques rails. Donc le patrimoine, il n'est pas que sur le bâti. Alors il se voit moins, mais l'idée est aussi de le révéler. Et que donc, si on s'ancre dans cette histoire, si on s'ancre dans cette identité, c'est parce que justement, c'est pas qu'un espace purement géographique, c'est pas juste un bâtiment. C'est aussi toute une richesse culturelle, une richesse économique, une richesse de savoir-faire, et que c'est ça qui permet de créer à nouveau du sens. C'est aussi à partir de là que les uns et les autres vont s'inspirer et se questionner. Ça ouvre un certain nombre, ça ouvre le champ des possibles. Donc l'ancrage dans le site, l'ancrage dans l'histoire du site est absolument crucial. Après, ça peut se traduire de multiples façons. Toujours est-il qu'il faut absolument que ce projet soit approprié. Et il y a de multiples façons de faire en sorte qu'il soit approprié. Mais c'était d'ailleurs un terme que vous aviez utilisé sur le fait qu'il fallait s'approprier ce site. Alors l'appropriation, il faut d'abord qu'elle soit en effet, qu'elle mette en valeur l'identité du site. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit unique, ça veut dire qu'il est non réplicable, et c'est ça l'histoire, hein, c'est ça le bâtiment, c'est ça la SML. C'est parce que justement, il est unique, ce site, qu'on va avoir envie de le valoriser, qu'on va avoir envie de se l'approprier, parce que si vous prenez une table Ikea, tout le monde, enfin, on n'est pas attaché à une table Ikea, en revanche, on va être attaché à la table que le grand-père ou la grand-mère a fait. Parce que ça a une histoire, parce que ça s'ancre. L'autre façon de s'approprier un site, c'est aussi qu'on peut le modifier, c'est qu'on peut le toucher. Donc il nous appartient d'une certaine façon. Et justement, c'est comme ça que se crée aussi l'innovation, c'est parce qu'on va la manipuler, parce qu'on va y mélanger les idées. Et cette appropriation-là est aussi source d'innovation. Et enfin, on s'approprie ce qui est ouvert, ce qui appartient à tous. Ça veut dire qu'on personnalise, puisque ça nous appartient à tous. Ça veut dire qu'on peut le personnaliser, qu'on peut s'y exprimer librement, et une fois de plus, c'est ça qui fait sens en termes de créativité, c'est ça qui fait sens en termes d'innovation. Et c'est là où la programmation et où l'architecture interviennent, puisque c'est elles qui vont faciliter physiquement cette appropriation. C'est là aussi où la collectivité intervient, c'est là aussi où le maître d'ouvrage intervient, parce que notre rôle, ça va être de faciliter le fait que les uns et les autres se sentent chez eux quand ils viennent dans la halle. Alors, le fond et la forme, par rapport justement à la mémoire au patrimoine, c'est que si on veut que ce soit un site qui soit approprié par tous, c'est qu'il y a aussi de multiples façons, et c'est ça que j'ai essayé de démontrer, de valoriser cette mémoire et le patrimoine. Ça peut être de façon ponctuelle, ça peut être dans le bâti, ça peut être des expositions, ça peut être toutes ces visites-là. Et la halle, en fait, pour nous, c'est un prétexte, c'est un déclencheur, il y a déjà pas mal de choses qui existent, mais elle ne peut pas à elle seule fonctionner. Donc il est important aussi de la penser avec tout l'environnement qui existe déjà, qui préexiste, et qui demande peut-être aussi à avoir un totem, ou en tout cas un élément déclencheur pour pouvoir avoir une plus large diffusion, avoir donner encore plus d'éclat et plus d'attractivité à ce qui existe déjà. Donc là aussi, je pompe un peu sur vous.
Mais comme vous le dites si bien, la halle n'est pas un objet, mais un sujet. Ça veut dire que elle va, on l'espère en tout cas, déclencher toute une volonté qui de fait déjà présente d'un point de vue politique, sur le fait qu'on initie plein d'autres choses autour sur l'allée Cavalière, sur le réfrigérant bien sûr, sur le reste du plateau, et que en s'appropriant cet espace-là peut-être en premier, les autres espaces par la suite, on crée en fait une certaine continuité dans la créativité, dans l'innovation de ce site. Alors je termine juste par un tout petit aspect de calendrier, pour rendre la chose encore plus concrète. Donc la programmation commence avec tout le bagage qu'on a pu lui transmettre et puis qui va continuer avec vous et les différentes réunions. L'architecte est quasiment désigné, il va aussi très rapidement commencer à travailler, donc ça veut dire qu'en mai prochain, mai-juin prochain, on aura une idée très précise de combien ça va coûter. On a déjà une idée dans la grande maille, mais là on aura non seulement une idée précise de combien la reconversion de ce bâtiment et des espaces extérieurs, puisqu'on intègre aussi la parcelle et cette parcelle couvre le réfrigérant et la halle, donc du coût de la réhabilitation et du fait ensuite du coup de déclencher la conception du bâtiment et sa transformation. Donc, par rapport à un certain nombre d'inquiétudes qui sont tout à fait légitimes sur le fait que le bâtiment est très certainement en train de se dégrader et de plus en plus, je pense qu'on est dans un timing qui est encore correct, parce que donc avec la fin de cette première étape en mai-juin, on pourra, si tout se passe bien, enclencher les travaux dès la rentrée. Et bon, après, ça prend un petit peu de temps, ça prendra 2 à 3 ans, mais en tout cas, ça permettra déjà de se réapproprier ce site rapidement. Voilà.